À l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des relations avec les citoyens ouverte. Nous reprenons donc nos travaux qui vont porter sur les auditions publiques dans le cadre de la consultation générale sur le cahier de consultation intitulé « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027 ». Alors, Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Ce sont les mêmes que ce matin? Oui. Oui, parfait. Merci beaucoup. Alors, pour cet après-midi, nous allons recevoir en début le Conseil du patronat du Québec, représenté par M. Carl Blackburn, président et chef de la direction, ainsi que M. Denis Hamel, vice-président politique de développement de la main-d'œuvre. Alors, messieurs, bienvenue à la Commission des relations avec les citoyens. Vous allez bénéficier d'une période de 10 minutes pour présenter votre argumentaire, votre mémoire également. Ensuite, nous allons poursuivre avec les parlementaires pour une discussion. Alors, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Je suis Carl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec et je suis accompagné aujourd'hui de Denis Hamel, vice-président aux politiques de développement de la main-d'œuvre. Comme vous le savez, le CPQ regroupe des entreprises et des associations sectorielles œuvrant dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions du Québec et représente directement et indirectement les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toute taille, tant du secteur privé et que parapublic. Nous remercions les membres de la Commission pour l'invitation que vous nous avez fait parvenir de venir vous présenter notre point de vue en personne et pouvoir échanger avec vous. Sachez que j'aurais beaucoup apprécié pouvoir me retrouver avec vous aujourd'hui, mais pour des raisons familiales, je ne pouvais pas me rendre à Québec, mais j'aurais beaucoup apprécié être avec vous en personne. D'entrée de jeu, nous tenons à réitérer notre appui aux nouvelles orientations gouvernementales en immigration telles que présentées par le gouvernement en mai dernier. Nous sommes assurément sur la bonne voie pour pallier de nombreux irritants qui rendent l'immigration au Québec moins attirante que dans d'autres juridictions avec lesquelles les employeurs québécois sont souvent en concurrence. Le marché du travail est nettement propice à l'augmentation de l'immigration. Nous ne pouvons ignorer que le Québec se situe parmi les sociétés les plus vieillissantes des pays de l'OCDE et que le taux d'activité des personnes âgées de 25 à 55 ans est le plus élevé parmi les mêmes membres de l'OCDE. Malgré la pénurie de main-d'œuvre, les employeurs ont pu maintenir leur activité et éviter que le nombre de postes vacants ne croisse davantage, principalement en ayant recours à des travailleurs étrangers temporaires. Ces personnes parviennent à répondre en partie à nos besoins pressants en main-d'œuvre, mais cette façon de fonctionner n'est pas la panacée. Pour les employeurs, ils doivent gérer un fort taux de roulement des travailleurs temporaires, avec comme conséquence qu'il n'y a pas d'incitation à offrir de la formation, alors que l'acquisition de compétences est primordiale dans la nouvelle économie. Ce sont des freins à la productivité des entreprises. Pour les personnes immigrantes, on fait abstraction de leur projet de vie. Comment espérer devenir un citoyen à part entière, s'impliquer dans la communauté et apprendre le français quand l'on vous affuble d'une étiquette de temporaire? D'ailleurs, le CPQ est préoccupé par la notion relativement abstraite de la capacité d'accueil du Québec en matière d'immigration. Nous sommes d'avis qu'il n'existe pas de méthode scientifique pour calculer cette soi-disant capacité d'accueil, qui est un concept plutôt souvent évoqué par ceux qui veulent limiter l'immigration. Mais surtout, la capacité d'accueil n'est pas une donnée statique, car l'immigration joue dans les deux sens. Elle peut permettre des pressions sur certains services, mais aussi les alléger. Par exemple, l'augmentation du nombre de permis d'enseigner à des immigrants par le ministère de l'Éducation de 200 qu'il était en 2015 à environ 2000 cette année illustre parfaitement que l'immigration peut contribuer à augmenter la capacité d'accueil de nos régions à l'égard de nouveaux arrivants, mais aussi pour faciliter les migrations interrégionales. Nous pourrions envisager la même mesure pour la construction, le secteur énergétique, le secteur de la santé, à titre d'exemple. Nous sommes d'avis que plutôt que de nous questionner sur la capacité d'accueil du Québec, nous devrions plutôt nous interroger sur les mesures à prendre pour offrir une structure suffisante pour accueillir toutes les personnes immigrantes, qu'elles relèvent de l'immigration permanente ou temporaire, économique ou humanitaire. Faut-il rappeler que le Québec aurait accueilli plus de 400 000 immigrants permanents et temporaires en 2022?
À lui seul, l'état du marché du travail justifie le besoin accru de personnes immigrantes permanentes. En appuyant sur les prévisions d'Emploi Québec, c'est près de 40 000 personnes immigrantes qui devraient intégrer annuellement le marché du travail afin de remplacer les départs à la retraite, ce qui nécessite l'arrivée d'environ 80 000 personnes par année, en comptant les conjoints et les enfants. L'augmentation graduelle du seuil de 50 à 60 000 personnes d'ici 2027 est un pas dans la bonne direction, d'autant plus qu'elle privilégie l'immigration économique, mais demeure néanmoins insuffisante, à notre avis, pour satisfaire les besoins du marché du travail. D'ailleurs, nous appuyons la volonté gouvernementale de rapprocher l'immigration des besoins du marché du travail en rappelant que ces besoins ne se limitent pas qu'aux 6 secteurs prioritaires identifiés par le gouvernement du Québec, mais qu'elles s'appliquent à tous les secteurs ayant des besoins sur le marché du travail. Il y a plus de la moitié des professions qui seront en déficit au cours des 3 prochaines années. Et tous les secteurs de notre économie et toutes les régions du Québec sont en quête de main-d'œuvre. Dans ce contexte, le CPQ propose 3 mesures additionnelles qui permettraient un meilleur rapprochement des programmes d'immigration avec les besoins du marché de l'emploi. Tout comme il est proposé de le faire dans le cas des étudiants étrangers diplômés au Québec, le CPQ invite le gouvernement à ne pas tenir compte des admissions qui découleront du programme de l'expérience québécoise, volet travailleurs étrangers temporaires. Nous souhaitons que les chiffres qui apparaîtront dans le tableau des admissions projetées représentent le nombre de nouvelles demandes et que le nombre de personnes en attente de traitement dans toutes les catégories soit à zéro le 1er janvier 2024. Enfin, afin de bien cerner l'impact de l'immigration sur l'emploi et apporter rapidement les correctifs nécessaires, le CPQ soumet à l'attention des élus que le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Inclusion devrait se donner d'une structure d'évaluation de ses cibles et de ses programmes de concert avec les partenaires du marché du travail. Sur la question du français maintenant, le CPQ et ses membres reconnaissent que nous devons demeurer vigilants afin qu'il demeure la langue de travail au Québec et que de rendre plus accessible l'apprentissage de notre langue aux nouveaux arrivants facilite non seulement leur accès à l'emploi, mais également dans leur société d'accueil. Toutefois, le CPQ est d'avis que l'atteinte du niveau 7, exigé pour plusieurs programmes d'immigration avant l'obtention de la résidence permanente, est exagérément élevée, difficilement atteignable pour la plupart des immigrants non francophones et peut aisément devenir un obstacle insurmontable pour les nouveaux arrivants. Les employeurs nous confirment que le recrutement de personnes les plus talentueuses sera inévitablement freiné et qu'ils sont à fort risque de perdre bon nombre de leurs candidats vers d'autres provinces canadiennes où l'exigence est moins élevée pour obtenir la résidence permanente. Enfin, nous nous interrogeons sur la pertinence d'exiger de nos immigrants une connaissance linguistique orale et écrite en français supérieure à celle de la majorité des Québécois natifs. Pour ceux et celles qui douteraient du bien fondé de notre proposition, je vous invite, les chefs de parti à l'Assemblée nationale ainsi que les membres de l'Assemblée nationale, à passer le seul examen de niveau 7 reconnu par le ministère, qui, rappelons-le, est administré en France. Et pour vous mettre un peu dans les souliers des immigrants, imaginez que la réussite du test soit un prérequis pour que vous puissiez siéger à l'Assemblée nationale. Le degré de stress va certainement monter. Bien qu'elle soit importante, la connaissance du français ne devrait pas être un critère absolu au détriment des compétences. Dans ce contexte, nous ne pouvons souscrire à la volonté gouvernementale de tendre vers une sélection composée entièrement de personnes immigrantes adultes connaissant le français dans les programmes d'immigration économique. Nous sommes plutôt d'avis qu'il faille augmenter la proportion des personnes adultes déclarant connaître le français et l'admission et mettre en place les outils nécessaires pour connaître et accroître la francisation des nouveaux arrivants. Nous fondons beaucoup d'espoir sur la mise en œuvre récente de Francisation Québec, qui devra pallier le manque de coordination et de concertation entre les différents organismes qui offrent des services de francisation adaptés au parcours des personnes immigrantes et aux besoins des entreprises. En dernier lieu, nous réitérons notre appel à l'accélération des délais de traitement des dossiers d'immigration. Inutile de rappeler que les immigrants, surtout les plus qualifiés, ont le choix de leur destination et les délais actuels sont dissuasifs.
Le Québec étant en compétition avec les autres provinces canadiennes et avec d'autres pays pour l'attraction des meilleurs talents. Le délai dans l'acceptation d'une demande ou d'une démarche d'immigration qui représente souvent un projet de vie pour la personne immigrante sera déterminant dans le choix du candidat. Le gouvernement, autant à Québec qu'à Ottawa, ont déployé les efforts louables pour raccourcir les délais au cours des derniers mois. Toutefois, ils demeurent élevés et administrativement très lourds. En rehaussant significativement les seuils, nous croyons qu'il sera possible que les deux administrations puissent traiter les dossiers plus rapidement et éviter ainsi des inventaires trop élevés qui retardent le processus. En vous remerciant de votre attention, nous sommes à votre disposition, Madame la Présidente, pour échanger avec les membres de la Commission. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Blackburn. Merci pour cet exposé, pour vos suggestions aussi. Alors, nous allons donc entamer la période d'échange avec les parlementaires. Je vais d'ores et déjà vous donner les temps. On revient au temps que nous avions avant la petite pause. 16 minutes 30 secondes pour le gouvernement, 12 minutes 23 secondes pour l'opposition officielle et 4 minutes 8 secondes pour le deuxième groupe d'opposition. Le temps commence tout de suite avec Madame la ministre. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci, Monsieur Blackburn et Monsieur Hamel. Merci de prendre part à cet exercice, à ce grand débat sur un thème dont je sais qu'il vous est cher, pour en avoir parlé déjà en rencontre avec vous antérieurement. Donc, merci de nous partager vos suggestions, votre lecture de la situation. Je commencerai aussi en vous remerciant pour l'appui que vous avez offert lorsqu'on a présenté nos propositions de réforme de l'immigration permanente. Je pense que vous avez particulièrement appuyé notamment notre programme de sélection des travailleurs qualifiés. Et comme vous savez, ça, c'est un des programmes, en fait, qu'on a mis en place pour faire en sorte de permettre à des gens, à des immigrants qui, pour l'instant, il est très difficile de se qualifier comme immigrants permanents. J'ai en tête des gens qui ont des compétences manuelles ou intermédiaires. Donc, on a créé le volet 2 du programme de sélection des travailleurs qualifiés pour faire en sorte de créer une passerelle pour permettre à ces gens qui, souvent, sont vitaux pour le fonctionnement de nos entreprises, particulièrement des PME, de leur permettre d'accéder à la résidence permanente. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de cette passerelle? Est-ce qu'elle répond adéquatement aux besoins des employeurs, des entrepreneurs au Québec? Est-ce qu'il y a des améliorations qu'on pourrait envisager ou si la formule qu'on a élaborée vous semble adéquate et nous permettra d'être en plus grande concordance avec les besoins du marché? Parce que c'était l'idée également, non seulement d'être plus agile, parce qu'on pourra faire des invitations en fonction des besoins, mais également d'être en meilleure concordance avec les besoins des employeurs. Bien, peut-être brièvement, Madame la ministre, avant de céder la parole à mon collègue. D'abord, effectivement, nous avons salué le virage que vous avez apporté avec votre arrivée à la tête du ministère de l'Immigration. Vous avez apporté cette intelligence fine qui méritait que ce débat que nous sommes en train de faire aujourd'hui puisse se tenir dans des cadres respectueux, mais surtout sur des bases solides et très crédibles. Et dans ce contexte, nous avons salué votre arrivée et surtout les propositions que vous avez faites. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas priver les membres de la Commission d'un expert en soi dans le domaine de l'immigration, qui est mon collègue, Denis Hamel, qui va certainement avoir l'occasion de vous apporter certains éléments très éclairants concernant votre question tout spécifique sur cette passerelle. Alors, Denis, je te céderai la parole, s'il vous plaît. Oui, mais merci. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Mais effectivement, pour répondre à votre question, Madame la Ministre, oui, les 4 volets que vous avez annoncés dans le nouveau programme spécialisé, c'est effectivement très encourageant. D'abord, effectivement, pour les compétences moindres, donc le volet 2, effectivement, on aurait souhaité que ça soit plus large. On pense aux gens de compétences, des postes de niveau FAIR 4, FAIR 5, mais de fait d'avoir ce volet-là bien identifié va effectivement aider beaucoup. Du côté des employeurs, on mise beaucoup ici sur le volet 4, des talents d'exception. Et on espère qu'il n'y a pas trop de limitations. Quand on parle aux gens des secteurs, par exemple, du jeu vidéo, de l'intelligence artificielle, des secteurs de pointe qui sont en émergence au Québec,
Les employeurs nous rappellent constamment qu'ils ont besoin des meilleurs talents dans le monde. Et on voit aussi avec la présence de Mila, par exemple, à Montréal, comment ça attire des chercheurs de partout dans le monde. Donc, il ne faudrait pas limiter, et c'est très difficile, et on comprend que vous n'ayez pas ventilé dans vos seuils chacun des volets, mais en augmentant les seuils, on espère effectivement que de plus en plus de candidats pourront se qualifier dans les 4 volets qui, comme je le souligne encore, là, sont vraiment importants pour les employeurs. Merci. Comme vous savez, pour le volet 4, on a la volonté d'avoir une liste de corroborateurs, on pourrait dire, d'organismes qui, suivant les différents secteurs d'activité économique, pourront valider l'idée que nous sommes en présence d'un talent d'exception, d'une personne qui se démarque. Donc, bien, merci pour vos précisions, M. Hamel. Je vous amènerai maintenant sur le thème de la francisation. Vous mentionnez dans le mémoire que vous souhaiteriez que davantage de soutien soit accordé aux employeurs qui offrent des cours de français sur les lieux de travail en entreprise. Donc, pourriez-vous m'en dire un peu plus là, sur le type de soutien que vous aimeriez avoir en tant qu'employeur et comment convaincre encore davantage d'employeurs de s'inscrire dans un processus de francisation, parce qu'on sait que c'est souvent plus difficile pour les petites entreprises de dévouer du temps à ça. Alors, j'aimerais savoir votre avis là-dessus. Votre question, elle est très pertinente et surtout correspond, je dirais, à la réalité des employeurs au Québec. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, bien évidemment, le travail de tous et chacun est essentiel dans les organisations. On l'a vu dans les 5 dernières années, c'est plus de 10 fois le nombre de gens qui étaient inscrits il y a à peine 5 ans pour des programmes de francisation. Donc, il y a un appétit de la part des entreprises de pouvoir faire en sorte que dans leur organisation, avec des programmes, avec des incitatifs, ils puissent permettre à leurs travailleurs de suivre des cours de francisation et non pas demander à ces travailleurs, au-delà de leurs 37 ou 40 heures de travail par semaine, durant les soirs ou les fins de semaine, de faire des cours de francisation dans des institutions qui sont des fois souvent éloignées de leur lieu de travail ou de leur lieu de domicile. Alors, c'est dans ce contexte que les entreprises veulent et peuvent en faire encore plus, Madame la ministre, et avec davantage d'outils incitatifs, bien, on pourrait encore une fois monter significativement ce nombre et ainsi faire en sorte que nos travailleurs qui sont dans nos installations bien, puissent contribuer d'une part à la prospérité de leur organisation, améliorer leur français et contribuer de façon significative à l'avènement et à l'intégration de notre société québécoise. Il y a déjà un soutien financier là, qui est prévu pour des mesures de francisation en entreprise. Est-ce que vous avez à nous suggérer des propositions d'incitatifs non financiers? De quelle manière on pourrait s'y prendre pour convaincre les gens de l'importance que l'ensemble des employés maîtrisent le français? Denis, je vais demander à Denis de compléter, mais vous le voyez au niveau, par exemple, de programmes qui vont permettre une flexibilité dans l'agenda, par exemple, des travailleurs ou dans le calendrier de ceux-ci, la capacité d'avoir des entreprises qui puissent faire venir des professeurs dans leur installation avec des compétences, bien évidemment, nécessaires. Ces éléments ne sont pas nécessairement financiers pour les entreprises, mais peuvent faire la différence pour les travailleurs en termes de francisation, et ces mesures seraient certainement très, très, très bien appréciées. Si je peux compléter, Madame la ministre, effectivement, l'effort financier est souvent le nerf de la guerre. Les employeurs nous disent, particulièrement en région, il est très difficile de trouver des professeurs de français. La disponibilité des professeurs de français est un enjeu. Et très souvent aussi, on nous a dit, on pense aux gens qui travaillent, aux personnes qui travaillent en entreprise, mais la clé du succès, tant au niveau de l'intégration, c'est souvent la famille. Alors, il faut aussi s'assurer que, et les employeurs, vous savez, déploient énormément d'efforts maintenant pour accueillir les familles, aider au logement, comment fonctionne notre système bancaire, nos systèmes d'alimentation et ainsi de suite. Les gens arrivent ici, ils sont moins dépaysés. Alors, l'employeur, il n'est pas rare qu'un employeur engage une ressource dédiée explicitement aux travailleurs étrangers. Donc, il y a un élément financier, bien sûr, mais c'est sûr que l'entreprise, il gagne au change parce qu'au bout du compte, si la personne s'intègre bien en entreprise, c'est un élément de productivité non négligeable. D'accord. Bien, merci. Je vous amène maintenant à la page 13 de votre mémoire, là, où vous abordez la question de la capacité d'accueil. Vous suggérez qu'il faudrait plutôt s'interroger sur les mesures à prendre pour une structure suffisante pour accueillir toutes les personnes immigrantes.
Bon, structure suffisante versus capacité d'accueil. Personnellement, je trouve que la notion de capacité d'accueil est quand même essentielle parce que sinon, on se retrouve dans une situation un peu semblable à celle dans laquelle nous plonge le gouvernement fédéral, à fixer des nombres, franchement, démesurés, sans égard à la capacité d'accueil, d'intégration de ces personnes qui viendront au pays. Donc, en ce sens-là, à quoi vous faites référence lorsque vous parlez de la notion de structure suffisante et en quoi est-ce différent de la capacité d'accueil? Bien, d'abord, avec tout le respect que je vous dois, la capacité d'accueil, Madame la ministre, c'est un terme qui veut franchement pas dire grand-chose. Vous avez raison, les chiffres évoqués par le fédéral, dans certains cas, peuvent aussi soulever un paquet de questions. Mais la meilleure façon de pouvoir bâtir des indicateurs sur les seuils d'immigration, c'est de se baser sur les besoins du marché du travail. Je pense que cette façon de les évaluer va permettre d'avoir et de recevoir le nombre d'immigrants nécessaires pour nous permettre de bien les intégrer. Et la capacité d'accueil, la meilleure façon de le faire, c'est via le travail. Alors, la vaste majorité des travailleurs immigrants qui arrivent ici, c'est du côté économique. Donc, avec un travail, ces gens contribuent déjà à l'essor de leur communauté. Tantôt, je l'ai mentionné, le nombre de permis d'enseignants immigrants a été multiplié par un facteur extrêmement important. De 200, il y a 5 à 10 années, on est rendu à plus de 2000. La même chose dans le domaine de l'éducation, de la santé, dans le domaine énergétique. Imaginez si on arrivait à combler les postes dans le domaine de la construction, on pourrait augmenter notre capacité d'accueil. Et en même temps, cette capacité d'accueil, si je peux me permettre, elle est également un couteau à double tranchant parce qu'une région qui verrait peut-être un problème de place en garderie ou de place dans les écoles, est-ce que ça voudrait dire que d'autres citoyens de d'autres régions du Québec ne pourraient pas aller dans la région dite en souffrance de certains postes? Alors, vous voyez que la réalité dans laquelle on se retrouve, ce n'est pas la capacité d'accueil de l'immigration qui est en cause de la situation, c'est la courbe démographique de notre société. Malheureusement, il y a plus de gens qui quittent le marché du travail à tous les jours qu'il y en a qui entrent dans le marché du travail et cette situation risque de durer encore pendant de nombreuses années. Alors, la capacité d'accueil, c'est à nous de se la donner. C'est à nous d'investir dans la capacité de faire venir des gens qui vont, eux, contribuer à la croissance et à la prospérité de notre société, qui vont construire des places en garderie, qui vont enseigner à nos enfants, qui vont soigner nos aînés. Et c'est cette capacité d'accueil que je veux qu'on soit capable de défendre et non celle qui va limiter, pour des raisons des fois plus ou moins floues, la capacité d'accueil ou le nombre de personnes qui pourraient arriver ici au Québec. Et j'oserais dire qu'il y a même des gens qui préconisent d'avoir des tableaux, des indicateurs pour être capable de mesurer cette capacité d'accueil en fonction de certains indicateurs. Malheureusement, il manque beaucoup de données pour être capable d'avoir des données fiables. Même la Commission des partenaires du marché du travail a rejeté l'idée de mettre un tableau d'indicateurs pour nous accompagner, pour fixer des capacités d'accueil régionales, parce que c'est un outil qui n'est pas efficace et efficient et pertinent. Donc, je pense que, encore une fois, la meilleure façon de se doter de notre capacité d'accueil, c'est comme société, en ouvrant, je dirais, nos portes pour qu'on puisse combler nos besoins du milieu du travail, tous les secteurs confondus, qu'on soit une société qui soit inclusive. Et vous allez voir qu'en bout de piste, nous sortirons gagnants de cette réalité parce que, économiquement, nous pourrons continuer de prospérer. Socialement, nous serons encore plus forts, plus intégrés et plus unis, j'oserais dire. Et je pense que c'est de cette façon qu'il faut l'avoir, parce que le concept de la capacité d'accueil, malheureusement, pour nous, n'est basé sur aucune donnée qui nous apporte à réfléchir autrement que ce que je viens de faire avec vous là, dans cette description, pour nous, au Conseil du patronat et à nos membres, de quelle façon on devrait envisager cette capacité d'accueil. En tout cas, on semble converger sur ce qui compose la capacité d'accueil. Quand vous évoquez de quoi elle est faite, ben, c'est pas mal les perspectives dans lesquelles on voit la chose également. Madame la Présidente, il nous reste combien de temps? Il reste 4 minutes. 4 minutes. Alors, ben, je vais céder la parole à une collègue ou un collègue. Alors, je reconnais la députée de Vimont. Je vous rappelle, 4 minutes. La parole est à vous. Merci à Madame la Présidente. Bonjour, messieurs. Merci d'être présents à cet important exercice que nous faisons. Je vais vous amener, moi, vers le terme délai. Vous mentionnez dans votre mémoire que le délai de traitement des demandes de sélection et de résidence permanente serait trop modeste. Alors, j'aimerais savoir, selon vous, c'est quoi un délai raisonnable? Comment vous le voyez?
Alors, Denis, je te laisse répondre. Tu es notre spécialiste. Oui, merci, Madame la Présidente. Et voyez-vous, question des délais, la réponse peut sembler comique, mais ce que les employeurs nous disent, c'est qu'on se compare. Il faut se comparer vraiment avec les autres juridictions. Vous avez vu dans notre mémoire, on a fait un tableau comparatif des délais pour quelqu'un qui veut s'installer au Québec versus quelqu'un qui veut le faire dans les autres provinces canadiennes. Et là, ça cause vraiment un sérieux problème, où on peut avoir des délais, par exemple, 3 fois, 4 fois supérieurs au Québec par rapport à une même personne dans un même poste dans une autre province. Donc, quand on dit de raccourcir les délais, quand vous abordez les employeurs, tous, de façon presque unanime, vont dire on a besoin d'immigration, mais le principal irritant, c'est toujours la question des délais. Et ça, c'est quel que soit le programme. On a vu aussi les délais dans l'humanitaire, comment ça peut être très élevé. Mais si on s'en tient juste à l'immigration économique, on voit des délais qui dépassent très, très souvent même, je dirais, les besoins des employeurs. Par le temps que la personne arrive, on se demande même si le poste est encore disponible. Donc, je vous dirais, il faudra avoir, je dirais, des échelles de comparaison pour s'assurer de couper de façon vraiment, vraiment draconienne les délais, tant pour l'employeur que pour la personne immigrante. Vous savez, ces délais-là sont extrêmement dissuasifs. C'est un projet de société pour les personnes immigrantes. Souvent, elles vendent leur maison, elles vendent tout ce qu'ils ont à l'étranger, ils attendent. Et quand on voit des 6 mois, des 8 mois, des 12 mois, des 25 mois, c'est sûr que la personne va changer d'idée, va changer de destination. Donc, on perd vraiment, vraiment une chance inouïe. Donc, il faut vraiment mettre l'emphase sur les délais et, comme M. Blackburn l'expliquant aussi d'entrée de jeu, la question des arrérages. On a beaucoup de gens qui attendent depuis trop longtemps. Il faut absolument éliminer ces arrérages le plus rapidement possible. Justement, ça m'emmène à la question suivante. De quelle façon vous pourriez peut-être aider le gouvernement fédéral dans les efforts du Québec à justement essayer de réduire ce délai? Est-ce que je vois que vous hochez la tête, donc vous avez probablement des idées. J'aimerais bien les entendre. Eh bien, écoutez, comme c'est une juridiction partagée, c'est sûr que nos demandes s'adressent à la fois à Québec et à Ottawa. Malheureusement, très souvent, on a vu un jeu de ping-pong entre les deux ministères, les deux gouvernements, chacun blâmant l'autre gouvernement pour les retards. Nous, dans le fond, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas ce qui est important pour les employeurs, mais il faut vraiment une meilleure coordination. Alors, on croit, nous, qu'en augmentant les seuils, évidemment, par un jeu mathématique, on va pouvoir vider les inventaires beaucoup plus rapidement. Et sachez qu'on a bien l'intention de rencontrer. Nous avons rencontré les anciens ministres de l'Immigration. Le nouveau qui est en poste aussi, on va le rencontrer bientôt. Ça fait partie de nos demandes, à la fois du côté d'Ottawa et de Québec, de réduire les délais et d'avoir une meilleure synergie entre les deux systèmes d'évaluation des dossiers d'immigration. S'il nous reste quelques minutes, quelques secondes, je rajouterais 15 secondes. D'abord, 15 secondes, c'est passé. 15 secondes. D'abord, on a mis de la pression sur le fédéral pour qu'il améliore ses traitements, qu'il arrête de regarder dans la cour du voisin et qu'il fasse ses devoirs. Deuxièmement, imaginez si le traitement des dossiers des travailleurs, pas des travailleurs, des gens en immigration humanitaire, réfugiés politiques. Le temps est écoulé. Le temps est écoulé, M. Blackburn. Mais c'est pas grave, on poursuit. On a encore des échanges. Alors, je me tourne du côté de l'opposition officielle qui va bénéficier d'une période de 12 minutes 23 secondes. Monsieur le député Denis Ligan, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Blackburn, Monsieur Hamel, merci. Toujours très pertinent et de vous entendre. J'ai pas beaucoup de temps, mais droit au but. Aujourd'hui, vous êtes en train de démolir l'argument de la capacité d'accueil. Je n'ai pas besoin de vous citer qui le dit, mais vous savez très bien de quoi je parle quand on mentionne la capacité d'accueil du Québec est dépassée et limitée. C'est quand même énorme ce que vous prononcez aujourd'hui en commission parlementaire. J'espère que vous êtes prêts à démolir cet argument. En fait, on a le même argument depuis le début. Nous sommes constants sur cette réalité. La capacité d'accueil, c'est celle qu'on peut bien se donner. Et malheureusement, dans certains cas, des gens ont une vision sur la capacité d'accueil en disant que ces gens-là viennent consommer des services publics et malheureusement ne contribuent pas à l'essor de notre société.
Nous, de notre côté, c'est tout le contraire. On pense que la capacité d'accueil n'est basée en fait sur rien et les travailleurs immigrants, dans certains cas, oui, peuvent venir consommer des services, mais oui, peuvent contribuer de façon significative à l'augmentation de notre capacité de déployer des services. Quand on regarde les besoins dans le domaine de l'éducation, quand on regarde les besoins dans le domaine de la santé, dans le domaine de la construction. Alors imaginez si nous avions les travailleurs nécessaires pour nous permettre de briller parmi les meilleurs dans ces domaines d'activité. Sincèrement, on serait pas dans la situation qui met tellement de pression sur les employeurs actuellement au Québec. Et je pense que ça serait de cette façon qu'il faut le voir, mais de façon structurée. Et sincèrement, je pense que la discussion que nous avons aujourd'hui peut nous amener à faire cette décision intelligente, structurée autour d'un débat de société qui est extrêmement important, mais qui peut nous projeter dans l'avenir. Donc, selon vous, la notion de capacité d'accueil n'existe pas. C'est dans l'imaginaire de ceux et celles qui l'imaginent. Je ne voudrais pas que vous me mettiez des mots dans la bouche. Non, je ne sais pas, vous êtes... Non, pas du tout. Vous êtes quelqu'un de très expérimenté, vous étiez dans ma place. Aucun problème. Je vais juste vous dire, avec vos arguments, ça veut dire que la capacité d'accueil, je vais dire entre guillemets, n'existe pas. Je vous laisse le soin de le démontrer. La capacité d'accueil doit être basée sur les besoins économiques du marché. Et si on se fie sur cette capacité ou sur ces besoins, bien, ce serait normalement 80 000 immigrants par année que nous devrions accueillir au Québec pour répondre aux besoins du marché et ainsi avoir un indicateur fiable sur lequel on peut se baser. Monsieur Blackburn, vous êtes quelqu'un qui se promène à travers tout le Québec. Vous êtes très proche de nos entrepreneurs. Vous êtes très proche d'une réalité très territoriale. Vous faites l'avenir économique du Québec et c'est pour cela qu'on veut créer de la richesse pour qu'on puisse avoir des missions de l'État, que ce soit éducation, santé, etc. Il y a beaucoup de groupes qui parlaient de la langue française. Il y en a qui même dit, écoutez, là, c'est ce que vous faites, ça n'aidera en aucun cas la promotion et la protection de la langue française. Il y a même des groupes qui ont dit, c'est utopique de mettre le fardeau de la langue française sur les immigrants. Vous, au Conseil du patronat, deux questions. Premièrement, quel message on vous envoie quand le test du français est fait en France? Question 1. Question 2, qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux exigences de français, surtout si on veut parler un langage économique et qu'on veut ramener des talents au Québec? D'abord, sur l'aspect de la France qui gère notre test de français, dans les recommandations que nous avons évoquées, sur les 18 recommandations, une d'elles était à l'effet que le Québec s'approprie le test de francisation et ainsi qu'on soit maître chez nous de notre système de francisation au Québec. Alors ça, je pense que c'est important de le rappeler. Et il ne faut surtout pas envoyer un message à l'ensemble de la planète à l'effet que malheureusement le Québec est fermé pour des raisons linguistiques, alors qu'on sait fort pertinemment que 80% de l'immigration économique qui est ici depuis 2001 au Québec parle le français. Alors ça, c'est une réalité qui est extrêmement importante et il faut le rappeler également. Et la francophonie économique, si on regarde simplement cet aspect-là, la francophonie économique peut devenir un tremplin pour les entreprises du Québec pour rayonner à travers le monde, mais également le Québec peut devenir la porte d'entrée pour toutes les entreprises qui veulent rayonner auprès de la francophonie économique, et ce, dans toutes les régions du Québec. Imaginez, là, aujourd'hui, 321 millions de francophones à travers le monde. D'ici une quarantaine d'années, plus d'1 milliard de francophones à travers le monde, majoritairement provenant de l'Afrique, où les besoins sont énormes. Et la capacité du Québec de rayonner auprès des pays de l'Afrique est un avantage indéniable pour les entreprises ici au Québec. Et dans ce sens-là, je ne voudrais pas qu'on se serve des frontières du Québec comme étant un rempart pour nous protéger contre l'envahisseur anglophone. Au contraire, je voudrais qu'on se serve de nos frontières au Québec pour être un tremplin, pour permettre à nos entreprises d'ici de rayonner à travers la francophonie mondiale, mais également pour que la francophonie mondiale puisse passer par le Québec pour avoir accès à cette francophonie en Amérique du Nord. Un beau message, M. Blackburn. Et d'ailleurs, nous avons eu la chance de rencontrer le président d'un observatoire avant-hier, professeur Marco. Écoutez ce qu'il nous a dit par rapport à... Je sais que vous êtes très présent en Afrique avec vos amis du patronat ailleurs. Ce qu'il nous a dit sur l'Afrique, sur le potentiel, sur l'avenir et surtout au niveau de la jeunesse, concorde parfaitement avec ce que vous venez de dire.
parlant des salaires, ça a été tout un débat les dernières années. Il y a un mot que j'aime moins, j'aime pas du tout. Je veux pas parler de cheap labor. Je veux aujourd'hui que je vous pose une question très directe. Le pourcentage des immigrants qui gagnent plus que le salaire moyen, ça va nous donner une perspective sur des patrons, parce qu'on dit toujours vous êtes mieux placés par rapport aux employeurs. Avez-vous une idée sur le pourcentage des salaires des immigrants qui gagnent au-delà du salaire moyen, s'il vous plaît? 62 de l'immigration gagne un salaire supérieur au salaire moyen au Québec. Et ça, c'est une réalité, c'est des données qui sont implacables. Alors, il y a des postes pour tous les types de niveaux de salaire. Bien évidemment, il y en a pour des salaires de 30 000, 35 000 50 000, mais il y en a également pour des besoins de plus de 200 250 000 Mais quand on veut associer l'immigration, comme vous l'avez dit, à du cheap labor, ce qui est totalement erroné, bien, 62 de l'immigration a un salaire supérieur au salaire moyen au Québec. Parlons du temporaire. C'est quoi le point de vue du patronat, du conseil du patronat, de l'arrivée en grand nombre des travailleurs temporaires étrangers versus le permanent? Comprenez-moi, il y a deux scénarios sur la table. Probablement, les deux scénarios ne font pas votre affaire parce que si j'entends vos demandes et les demandes de l'ensemble de la classe économique, ça ne suffit pas. Comment vous voyez-vous la stratégie d'avoir plus de temporaires et ne pas les inclure dans la planification pluriannuelle? Je vais me permettre de répondre à cette question, M. le député de Neligan. M. Blackburn l'a mentionné d'entrée de jeu. Pour les employeurs, c'est un peu le mal nécessaire, le travailleur temporaire. Vous avez vu, si on se compare aux autres provinces canadiennes, on a eu beaucoup moins d'immigration permanente, beaucoup plus d'immigration temporaire, parce que les programmes permanents étaient fermés. Donc, on a eu recours de plus en plus à l'immigration temporaire, avec tous les inconvénients qui viennent avec, c'est-à-dire un haut taux de roulement. Maintenant, c'est un très vaste programme. À l'intérieur des temporaires, il y a bien sûr les étudiants, il y a la mobilité internationale, mais il y a aussi le programme des travailleurs étrangers temporaires qui viennent combler des besoins saisonniers, des besoins vraiment temporaires, mais que les employeurs ont été obligés d'utiliser pour combler des postes permanents. Et je pense que c'est cette section sur laquelle il faudrait vraiment travailler pour s'assurer une plus grande fluidité par la permanence. Monsieur Hamel, il y a des patrons qui m'ont dit ça nous coûte cher payer les permis. Ce n'est pas gratuit, là. Vos besoins, c'est des besoins permanents. On ne peut pas vous permettre une augmentation des seuils. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas payant politiquement parlant. On limite le nombre de travailleurs permanents. De l'autre côté, on met sur le dos des entrepreneurs. Moi, je parle à un entrepreneur PME. Je ne parle pas de la grosse entreprise qu'ils ont des comptes où ils peuvent tout mettre. Pensez à un petit entrepreneur, il n'y a pas de petit, à une petite entreprise, à un fier entrepreneur en région, 15 ou 20 travailleurs à qui on demande de faire une étude d'impact. La première, un affichage, poste non comblé, vas-y, prends l'avion, cherche le travailleur, cherche un avocat, cherche un traducteur. Ce n'est pas comme ça qu'on va aider nos entrepreneurs. C'est là ma question. Pensez-vous vraiment que c'est stratégique? Laissez la porte du temporaire grande ouverte au lieu de dire, écoutez, ça vous coûte des sous, ces sous, on veut les voir dans l'innovation. Ces sous, on veut les voir ailleurs. Si vous êtes à choisir à notre place, quel scénario vous allez préférer ou souhaiter? Si je peux me permettre une réponse très simple, c'est pour cela qu'on souhaite une augmentation permanente plus grande. C'est pour éviter ce genre de situation qui occasionne des coûts, des délais extrêmement importants aux employeurs. Et j'aimerais peut-être vous le rappeler, là, un employeur sur deux refuse des nouveaux contrats parce que malheureusement, il n'y a pas la main-d'œuvre pour être capable de les réaliser, ce qui a un coût économique pour le Québec. Près d'un employeur sur deux reporte ou cancelle des projets d'investissement parce que malheureusement, il manque de travailleurs dans son organisation, ce qui a également des conséquences économiques pour le Québec. Alors, c'est clair que pour nous, il faut privilégier l'augmentation de l'immigration permanente, justement pour répondre aux besoins économiques du Québec. Monsieur Blackburn, Monsieur Hamel, je pense qu'il y a de plus en plus un consensus que la voie du temporaire n'aide personne. En fait, je ne sais pas qui aide la voie du temporaire. Parce que hier, il y avait pas mal de syndicats, vous aussi aujourd'hui, premier groupe économique, d'autres personnes très impliquées dans le milieu, ils disent « Faites attention, le temporaire,
Mais le temporaire, Monsieur le député, il est important. Il est important dans certains secteurs. Prenons par exemple l'immigration, les besoins de l'agriculture. L'agriculture. Non, mais ça, c'est saisonnier. C'est des besoins... Oui, mais c'est également temporaire. Oui, il y a des travailleurs également de l'étranger qui veulent venir ici de façon temporaire, venir contribuer à l'essor économique du pays et retourner dans leur pays. Alors, il y a, je dirais, un équilibre qui doit s'installer entre le permanent et le temporaire. Il y a des avantages avec le temporaire, il y a des avantages, bien évidemment, avec le permanent. C'est une question d'équilibre. Et c'est pour cela que nous, on privilégie l'augmentation de l'immigration permanente, justement pour répondre aux besoins du marché du travail et des employeurs au Québec. Mais en même temps, il ne faut pas rejeter du revers de la main l'immigration temporaire, parce que cette immigration temporaire répond à des besoins extrêmement importants également au Québec. Ouais. Du temporaire, je ne parle pas du saisonnier qui, au niveau de l'agriculture, on s'entend. On parle de temporaire dans des secteurs clés. Écoutez, aujourd'hui, je viens de recevoir un message, compagnie informatique, il y a des enjeux avec le temporaire, ça coûte énormément de sous. C'est parce que s'il y avait le travailleur ici, c'est énormément d'argent là. Moi, quand on va pouvoir partager le montant, c'est clairement, on n'aide pas nos PME dans les régions. Et vous le savez très bien, M. Blackburn, on parle de 260 000 PME dans tout le Québec. Les besoins sont là. Donc, l'équilibre, il est souhaitable. Mais selon vous, de quel ordre cet équilibre? Bien, lorsqu'on parle des seuils... La période de temps est terminée. Désolé, M. Blackburn, désolé, M. le député. Mais on poursuit avec une dernière ronde d'échange, cette fois-ci avec la deuxième opposition pour une période de 4 minutes 8 secondes. Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je vais commencer par rebondir sur quelque chose qu'on a entendu. Donc, il a été mentionné 2 fois l'histoire du délai du permis de travail pour les demandeurs d'asile. J'ai vérifié ce matin, ça c'est réglé. Le permis de travail a été mis très rapidement. Il y a eu un problème avec ça l'année dernière, mais ce n'est plus ou ce n'est presque plus le cas. On me dit que le permis est maintenant émis relativement rapidement, ou en fait beaucoup plus rapidement, et que l'immense majorité des demandeurs d'asile sont présentement au travail. Donc, le problème qu'on avait fin 2021 ou début 2021, début 2022 est réglé. Raccourcir les délais, le fédéral a eu sa part de responsabilité dans le passé, beaucoup de responsabilités, mais en ce moment, le seul responsable du délai de traitement, c'est les seuils du MIFI, et c'est le MIFI. Ce sont les quotas qui créent des délais d'attente. Alors, c'est difficile à dire, il faut que le fédéral se brasse ou se presse quand finalement les seuils ont été atteints et qu'ils n'ont pas le droit d'émettre la résidence jusqu'à l'année prochaine selon les demandes du Québec. Finalement, c'est le MIFI auquel il faut demander d'augmenter ces seuils. J'en viens à ma question. Monsieur Hamel, je pense, comment se fait-il que le MIFI émet des milliers de CSQ de plus annuellement que le seuil qu'il fixe lui-même pour la résidence permanente annuelle? Est-ce qu'il n'y a pas là un certain double discours? Bien, je pense que, monsieur le député Saint-Henri-Sainte-Anne, je pense que la question devrait être posée au MIFI. Effectivement, le fédéral, d'ailleurs, a avoué, l'ancien ministre avait avoué récemment qu'il manquait de personnel pour traiter tous les dossiers, mais c'est vrai que, d'après les informations qu'on a, c'est l'accumulation des dossiers qui fait en sorte qu'une fois que le fédéral, dans son traitement des dossiers, a atteint la limite fixée par Québec, en vertu de l'accord que vous connaissez bien, l'accord Canada-Québec, une fois que le maximum est atteint, les dossiers sont sur la pile et il faut attendre l'année suivante. Donc, c'est pour ça qu'on a des délais beaucoup plus élevés. Vous savez, par exemple, l'entrée express au Canada, un employeur peut faire venir en 3 mois quelqu'un. Malheureusement, on n'a pas ça au Québec. Donc, c'est ce jeu, je dirais, entre les deux gouvernements qu'on a déploré dans les dernières années, se faire dire non, c'est pas de ma faute, c'est l'autre. Je crois qu'on a vu déjà une amélioration. Les délais ont beaucoup, beaucoup baissé. Ils demeurent élevés et c'est surtout la différence de traitement entre le Québec et les autres provinces canadiennes qui irrite l'employeur. Parfait, c'est très clair. Je vous avais dit qu'on devrait traiter le PEC travailleur aussi hors seuil. Je devine que c'est parce que ces gens-là, comme les diplômés, sont déjà intégrés, ont déjà avancé une certaine intégration, pour la plupart sont en emploi, sont logés. Est-ce que la même logique ne doit pas s'appliquer sur ceux qui sont demandeurs de résidence permanente qui sont déjà sur le territoire? Je pense notamment aux époux, épouses, conjoints, enfants. Est-ce que la logique, finalement, c'est il y a ceux qui sont ici, qui sont déjà utilisateurs de services, qui sont déjà intégrés, qui devraient probablement, je le soumets, passer hors seuil, et il y a nos nouveaux immigrants qui, eux, ont finalement un réel impact sur la capacité d'accueil. Est-ce que c'est pas ça le discours que vous faites? En une minute.
la logique derrière, effectivement, l'idée de rajouter le PEC travailleur hors seuil, c'est effectivement ce petit nombre est déjà ici. Et puis, on pourrait même dire, les enfants sont à l'école, ils occupent un logement. Donc, l'impact, il est vraiment nul en termes de capacité d'accueil, si je peux me permettre d'utiliser l'expression. Donc, c'est ce qu'on souhaite de voir ces gens-là hors seuil pour que vraiment les programmes d'immigration, surtout la nouvelle mouture qui a été annoncée par la ministre dernier, s'adressent vraiment à des nouveaux arrivants, des nouveaux arrivants, si je peux me permettre. Alors, la logique qui est derrière ça, c'est effectivement ceux qui sont déjà ici, ils devraient avoir une façon beaucoup plus facile et c'est notamment un bon outil pour la régionalisation de l'immigration parce que l'emploi, il n'est pas nécessairement à Montréal et on le voit maintenant depuis les dernières années, depuis qu'on a beaucoup plus rapproché l'immigration du marché du travail que les immigrants qui s'installent hors de la région de Montréal sont en nette hausse. Fait, M. Hamel, avec les gens d'affaires qui attendent 15 ans ou 10 ans pour la résidence, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Écoutez, le temps est écoulé. Je vous remercie beaucoup, M. Blackburn, M. Hamel, pour cette présentation, pour la réponse aux questions des parlementaires. Mesdames et messieurs les élus, nous allons prendre une petite pause, le temps de recevoir le prochain groupe. À nouveau, merci et bonne fin de journée. Merci de votre invitation et bonne continuité. Merci, bonne journée.